Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 348 et 349 de notre chapitre 15 traitement de données dans notre manuel Amplitude 2. Les pages 348-349 constituent le début des exercices du traitement de données. Alors, on va s'attacher à faire les exercices 1, 2 et 3, mais avant de faire ces exercices-là, vous devez impérativement avoir étudié la théorie qui est développée dans la vidéo précédente. Si vous ne maîtrisez pas les mots de vocabulaire, vous n'allez pas réussir à comprendre les questions. Autrement dit, si vous ne maîtrisez pas ces mots de vocabulaire, si vous n'avez pas étudié ces mots de vocabulaire, vous allez tout simplement mettre la vidéo en pause et vous allez aller étudier. Une fois que vous maîtrisez ces mots de vocabulaire, vous revenez sur cette vidéo et vous allez faire les exercices. Bon, considérons que vous maîtrisez complètement le vocabulaire de ce chapitre. Nous allons détailler le premier exercice. Voici les résultats obtenus par Victoria à ses contrôles de mathématiques notés sur 20. Donc elle a obtenu 12 sur 20, 14 sur 20, 17 sur 20, 12 sur 20, 10 sur 20, 18 sur 20, 12 sur 20, 15 sur 20, 16 sur 20 et 9 sur 20. Quelle est la moyenne de ces évaluations? Quel est le mode? Combien de modalités différentes Victoria a-t-elle obtenues? Si le professeur n'attribue que des notes avec des nombres naturels, combien y a-t-il de modalités différentes possibles? Quelle est l'étendue des résultats obtenus par Victoria? Une dernière évaluation sur 20 va avoir lieu. Quelle note Victoria devra-t-elle avoir si elle souhaite obtenir une moyenne générale de 14 sur 20? Voilà. Nous allons maintenant réaliser cet exercice. Vous allez mettre cette vidéo en pause et une fois que vous pensez avoir trouvé les bonnes réponses de cette première question, donc de ce premier exercice, vous relancez la vidéo et nous passons à la correction. Voilà, j'estime que vous avez fait de votre mieux pour compléter l'exercice numéro 1. Nous allons passer maintenant à la correction. Donc, je dois d'abord, dans un premier temps, calculer la moyenne des évaluations. Qu'est-ce que je vais faire pour ce faire? Je vais tout simplement additionner chacun des résultats et les diviser par le nombre total d'évaluations. Alors, combien d'évaluations ont été réalisées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 cotes, donc il y a eu 10 évaluations. Donc je vais diviser cette somme par 10. Donc j'additionne tous les résultats obtenus, je divise par 10 et j'obtiens 13,5. Donc la moyenne de Victoria, c'est 13,5 sur 20. Quel est le mode? Le mode, c'est le résultat le plus populaire. Eh bien, si on regarde le tableau des résultats qu'elle a obtenus, on peut constater que le résultat 12 a été obtenu 3 fois. Et aucun autre des résultats n'a été obtenu plus de 3 fois ou même égal à 3 fois. Il n'y a que 12 qui étaient obtenus 3 fois. C'est donc lui le mode, le résultat le plus populaire, le résultat qui était le plus obtenu. Combien de modalités différentes Victoria a-t-elle obtenu? Bien, combien de résultats différents obtient-elle? On peut commencer en prenant les résultats par les résultats les plus bas. 9 sur 20, c'est le premier, donc ça fait 1. 10, ça fait 2. 11, il n'y a pas. 12, ça fait 3. 13, il n'y a pas. 14, ça fait 4. 15, ça fait 5. 16, ça fait 6. 17, ça fait 7. 18, ça fait 8. Il y a donc 8 résultats différents qui ont été obtenus. Donc il y a 8 modalités différentes. Si le professeur n'attribue que des notes avec des nombres naturels, c'est-à-dire des nombres positifs sans virgule, combien y a-t-il de modalités différentes possibles? Alors, vous êtes certainement tombé dans le piège, vous vous êtes dit, comme c'est évalué sur 20, j'ai que 20 points possibles. Oui, mais il faut compter le zéro aussi. Donc, si on compte les 20 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, là, il y a 20 possibilités, plus la possibilité d'avoir 0. Donc, en fait, il y a 21 possibilités. Il y a 21 scores différents.
Quelle est l'étendue des résultats obtenus par Victoria? Eh bien, pour faire l'étendue, on va prendre le résultat le plus élevé, 18 sur 20, et on va lui soustraire le résultat le plus bas, 9 sur 20. Donc, l'étendue, c'est 18 moins 9, c'est 9, 9 points. Il y a 9 points d'écart entre le maximum et le minimum. Dernière question, une dernière évaluation sur 20 va avoir lieu. Quelle note Victoria devra-t-elle avoir si elle souhaite obtenir une moyenne générale de 14 sur 20? Bon, ben, je vais faire la moyenne, je vais additionner les 10 premiers résultats comme je l'ai fait dans la première partie ici, sauf que je vais rajouter une nouvelle évaluation. Donc je vais avoir une 11e évaluation. Cette évaluation, je ne la connais pas, donc je vais mettre X. Et je vais diviser le tout par 11, puisque je dois toujours diviser par le nombre total d'évaluations. Et tout ça, ça doit me donner 14 sur 20. Donc je dois avoir un résultat de 14 ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Première chose, pour enlever un divisé par 11 ici, je vais tout simplement multiplier par 11 des deux côtés. Oui, vous l'aurez remarqué, je vais faire une équation pour résoudre ceci et isoler le x. Donc je fais fois 11 des deux côtés, comme ça j'enlève le dénominateur et ici j'obtiens 14 fois 11 et 14 fois 11 ça fait 154. Ensuite j'additionne tout ce que j'ai ici, tout ce que je peux additionner. Ça fait 135 plus x, c'est égal à 154. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien pour enlever un 135, je vais tout simplement faire moins 135 des deux côtés. Comme ça, 135 moins 135, il ne restera plus que x. Et 154 moins 135, je vais obtenir 19. Ça veut dire que Victoria devra obtenir 19 sur 20 si elle veut, au total, avoir une moyenne de 14 sur 20. Voilà, nous allons maintenant passer à l'exercice suivant. On me dit, en français, les évaluations n'étaient pas toutes sur la même pondération. Voici les résultats obtenus par Sonnet. 10 sur 15, 11 sur 30, 1 sur 10, 29 sur 30, 17 sur 20, 19 sur 20. On me dit ici, la moyenne peut s'exprimer comme le rapport entre la somme des points obtenus à tous les contrôles par rapport à la somme des points maximum. Autrement dit, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez calculer votre moyenne, vous devez tout simplement additionner tous les numérateurs pour avoir le total de points que vous avez réalisé. Et vous devez additionner tous les dénominateurs pour calculer le total de points maximum que vous pouviez obtenir. Et vous allez faire le rapport entre ce que vous avez obtenu par rapport au maximum que l'on pouvait obtenir. C'est ce qu'on va vous demander ici, calculer sa moyenne. D'accord? Donc je vais vous expliquer comment il fallait faire. Ça ne va pas être très compliqué. Et donc ici, question B, le professeur leur propose d'annuler une évaluation au choix. Laquelle serait la plus intéressante pour Sonnet? Justifie ta réponse. Donc il faudrait en enlever une de celles-là. Laquelle serait la plus intéressante à enlever? Bon. Vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de résoudre cet exercice, et puis après, nous corrigeons ensemble. Voilà, j'estime que vous avez tenté de réaliser de votre mieux cet exercice. Nous allons maintenant corriger. Et donc, pour faire la moyenne, ce que je vous ai expliqué, c'est que nous allons additionner tous les numérateurs. Donc 10 plus 1 plus 29 plus 17 plus 19. Ça va nous donner un total de 86. Et en dessous, on va additionner tous les dénominateurs, 15 plus 30 plus 10 plus 30 plus 20 plus 20, ce qui va nous donner 125. Et donc, en fait, on a réalisé ici, enfin, Sonnet a réalisé un total de 86 points sur 125. Nous allons multiplier ce total par 8 pour obtenir 1000, et donc celui-ci par 8, et on obtient ici 688. Et quand on a fait ceci, on va tout simplement faire 688 divisé par 1000, je vais bouger la virgule de 3 rangs, et je vais avoir 0,688. Et si maintenant je veux une moyenne sur 10, eh bien je vais multiplier ce résultat-là par 10. Si je veux une moyenne sur 100, je multiplie ce résultat-là par 100. Si je veux une moyenne sur 20, je multiplie ce résultat-là par 20. Du coup, on me dit la moyenne de Sonnet est de 6,88 sur 10. Donc ça, c'est une moyenne sur 1 en fait. Donc si je veux faire x 10, je vais obtenir 6,88.
Si je veux avoir la moyenne sur 20, maintenant que j'ai 6,88, je pourrais tout simplement multiplier ce nombre-là par 2. Puisque ça, c'est une moyenne sur 10, je fais x2 au-dessus en dessous, je vais obtenir la moyenne sur 20. Ça me donnerait 13,76 sur 20. Et si je voulais l'avoir en pourcentage, bien, soit je multipliais ce résultat-ci par 100, donc je bougeais la virgule de 2 rangs, ça faisait 68,8%, soit je multipliais celle-ci par 10, je bougeais la virgule de 1 rang, soit je multipliais celle-ci par 5 pour avoir des sur 100. En tout cas, en pourcentage, ça fait 68,8%. Donc Sonnet a eu une moyenne de 68,8% avec tous ces résultats. Le professeur leur propose d'annuler une évaluation au choix. Laquelle serait la plus intéressante pour Sonnet? Justifie ta réponse. Eh bien, la plus intéressante, ça va être 10 sur 30, car c'est l'évaluation où elle a obtenu le moins de bonnes réponses. Sonnet a 2 évaluations en échec. 10 sur 30, c'est 20 points qui ont été perdus, et 1 sur 10, c'est 9 points qui ont été perdus. C'est donc l'évaluation de 10 sur 30 qui fait chuter le plus sa moyenne. Effectivement, on serait tenté de dire bah, celle où j'ai eu le moins de points, c'est 1 sur 10. C'est celle où j'ai fait en fait 10%. Alors que celle où j'ai fait 10 sur 30, j'ai fait 33%, puisque j'ai un tiers des points ici et j'ai un dixième des points. Donc on pourrait se dire, ouais, je vais enlever celle où j'ai un dixième des points. Ce raisonnement serait vrai si j'avais la même proportion. Si ces deux interros étaient toutes les 2 sur 30, par exemple, ou si les deux interros étaient toutes les 2 sur 10, alors dans ce cas-là, le raisonnement tenait la route. Mais comme les deux interros ne sont pas sur le même total, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est combien de points Sonnet perd quand elle garde cet interro. Si elle garde l'interro de 10 sur 30, ça veut dire qu'elle a perdu 20 points. Il y a 20 points qu'elle n'a pas réussi à faire. Alors que si elle garde cet interro de 1 sur 10, elle a perdu 9 points. 9 points qu'elle n'a pas réussi à faire. Autrement dit, c'est plus intéressant dans la balance de ne perdre que 9 points par rapport à perdre 20 points. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'interro de 1 sur 10 qu'il faut enlever, mais bien l'interro de 10 sur 30. Ce que vous pouvez faire, si vous n'en êtes pas persuadé, c'est tout simplement calculer la moyenne que vous allez obtenir quand vous enlevez 1 sur 10. Donc vous additionnez numérateur ensemble et dénominateur ensemble sans tenir compte de 1 sur 10 et vous calculez la moyenne. Et vous faites la même chose en supprimant la note de 1 sur 30. Vous additionnez numérateur entre eux et dénominateur entre eux et vous calculez la moyenne. Et vous allez vous rendre compte qu'en supprimant 10 sur 30, nous allons obtenir une moyenne beaucoup plus élevée. Ok, passons maintenant au troisième et dernier exercice. Attention, troisième et dernier exercice pour cette vidéo. On fera la suite dans la vidéo suivante. Alors, avec les moyens du bord, les élèves d'une classe de 2e simulent un tirage du loto simplifié. Pour ce faire, ils placent dans une caisse opaque, donc qui n'est pas transparente, on ne voit pas à travers, 20 boules identiques, à l'exception du numéro qu'elles arborent. Autrement dit, les 20 boules sont les mêmes, donc si on les touche, on ne voit pas la différence. Par contre, elles n'ont forcément pas toutes le même numéro, sinon ça n'a aucun sens. 6 boules portent le numéro 1. Bon, je retire ce que j'ai dit. Ils ont mis des boules avec le même numéro, d'accord? 6 boules ont le même numéro, le numéro 1. 8 ont le numéro 2. 4 ont le numéro 3. Et 2 ont le numéro 4. Okay, parce qu'ils veulent faire un tirage simplifié. Je comprends l'idée. Après chaque tirage, la boule tirée retourne dans la caisse. Quelle est la fréquence d'obtenir 1? Quel numéro a une fréquence de 1 sur 10? Quelle est la fréquence de tirer une boule dont le numéro est strictement inférieur à 3? Strictement inférieur à 3, ça veut dire vraiment plus petit que 3, pas égal à 3. Parce que si on dit inférieur à 3, c'est plus petit que 3 ou égal à 3. Ici, strictement inférieur, c'est vraiment inférieur à 3, on ne peut pas être égal. Un élève a imaginé une condition. Il prétend qu'il a une chance sur 2 de la réaliser. Quelle est cette condition? Voilà. Vous allez mettre cette vidéo en pause, vous allez tenter de répondre à ces questions du mieux que vous pouvez, et puis vous relancez la vidéo et on la corrige ensemble. Ok, j'estime que vous avez terminé cet exercice, nous allons le corriger. Donc, on me dit, quelle est la fréquence d'obtenir un 1? Eh bien, pour avoir un 1, on a combien de chances d'avoir un 1?
on a 6 boules qui portent le numéro 1. Donc on a 6 chances sur un total de combien de boules? Attention, je n'ai pas calculé le total. Ah ben si, il est donné ici, il y a 20 boules identiques. Donc j'ai 6 chances sur 20. 6 sur 20, je peux simplifier, ça fait 3 sur 10. Donc la fréquence pour obtenir un 1, c'est 3 sur 10. Quel numéro a une fréquence de 1 sur 10? On me dit c'est le numéro 4. Pourquoi? Le numéro 4, j'ai 2 boules sur 20. 2 boules sur 20 qui ont le numéro 4. Donc 2 boules sur 20 ont le numéro 4, ça fait 2 sur 20. Et 2 sur 20, je divise par 2 au-dessus en dessous, ça fait 1 sur 10. Donc j'ai bien une chance sur 10 d'avoir le numéro 4. Quelle est la fréquence de tirer une boule dont le numéro est strictement inférieur à 3? Alors, le numéro strictement inférieur à 3, au final ici, comme j'ai des boules numérotées de 1 à 4, je pourrais prendre la boule numéro 1 et je pourrais prendre la boule numéro 2. La boule numéro 3, c'est égal à 3, c'est pas strictement inférieur. Et la boule numéro 4, forcément, c'est plus grand que 3, donc c'est pas inférieur. J'ai donc combien de possibilités? J'ai 6 boules pour avoir le numéro 1 et j'ai 8 boules pour avoir le numéro 2. Donc, je vais avoir 6 chances plus 8 chances, ce qui me donne 14 chances sur 20. J'ai 14 chances sur 20 d'avoir un numéro qui est plus petit que 3. Et donc, ça me fait 7 chances sur 10. Et 7 chances sur 10, ça peut s'exprimer en pourcentage, ça fait 70%. Ici aussi, dans le premier exercice, on avait 3 sur 10, on aurait très bien pu marquer 30%. D'accord? Finalement, on me dit, un élève a imaginé une condition, il prétend qu'il a une chance sur 2 de la réaliser. Quelle est cette condition? On a plusieurs conditions possibles. Par exemple, on pourrait dire soit tirer une boule portant un numéro pair. Oui, puisque un numéro pair, ça veut dire que c'est les boules numéro 2 et numéro 4. J'ai 2 boules numéro 4 et j'ai 8 boules numéro 2, ce qui va me faire 10 boules sur 20. Donc 10 sur 20, ça fait une chance sur 2, donc un numéro pair, ça marche. Du coup, s'il y a 10 boules sur 20 qui ont un numéro pair, il y a forcément 10 boules sur 20 qui ont un numéro impair. Donc, soit tirer une boule portant un numéro impair, ça marchait également. Donc voilà, je vous ai mis les calculs ici. On a 6 boules numéro 1 et 4 boules numéro 3. Ça me fait 10 boules sur 20 qui ont un numéro impair. Ici, on a 8 boules numéro 2 et 2 boules numéro 4, ce qui me fait 10 boules qui ont un numéro pair, 10 boules sur 20, donc une chance sur 2. Conclusion, une chance sur 2 de tirer une boule portant un numéro impair et une chance sur 2 de tirer une boule portant un numéro pair. Attention ici, il y a une petite faute de frappe. Ceci, hop, on l'enlève. Donc la conclusion, c'est bien une chance sur 2 de tirer une boule portant un numéro impair et une chance sur 2 de tirer une boule portant un numéro pair. Voilà, nous venons de terminer les 3 premiers exercices de ce chapitre. Nous ferons les exercices suivants dans une prochaine vidéo, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt.